Après cette brillante présentation, on va faire un focus sur la région dunkerquoise et avant cela, faire un petit rappel historique. Et un rappel du contexte. Donc le terminal, c'est 13 milliards de mètres cubes et c'est au point maximum 230 mégawatts d'énergie froide. Donc dès 2016, dès 2017, c'est une très importante puissance qui va être disponible à moins 160 degrés. Donc c'est une magnifique opportunité d'avoir une énergie froide à bas coût. Donc un peu d'historique, comme je disais, en 2011, une première étape a été franchie par Inocold, et c'est de telle façon à essayer de voir si on pouvait valoriser cette énergie auprès d'un industriel prospect sur la zone industrielle portuaire. Le principe était simple, c'est mise à disposition des frigories par le terminal jusqu'à cet industriel et avec un pipe azote à moins 110 degrés. Bon, les résultats aujourd'hui sont évidents, mais pour l'époque, c'est une évidence pour la technique, pour la faisabilité technique, notamment la faisabilité depuis le terminal jusqu'à cet industriel, avec ce fameux pipe azote. La faisabilité économique, et surtout grâce aux subventions ADEME, et puis aussi une validation de l'intérêt environnemental. Par contre, il y avait deux limites très gênantes. Un gros investissement et aussi un problème d'intermittence de l'énergie disponible qui était incompatible avec les besoins de l'industriel prospect. Non, décidément. D'où l'idée d'une deuxième étape et de réflexion sur les réfrigérants possibles. Donc Inocold s'est penché sur les différents réfrigérants possibles, depuis l'extrême jusqu'à quelque chose de proche de zéro. En fait, on se rend compte qu'il y a, suivant les usages, qui sont rappelés ici, il n'y a que quelques gaz qui sont possibles. Notamment le CO2, qui a quelques particularités assez intéressantes, avec son état critique, avec sa température relativement intéressante. Bref, ça vaut le coup d'investiguer un peu plus. D'où l'idée d'une étape en 2014, initiée par Inocold et la communauté urbaine de Dunkerque, de regarder tous les usages, tous les projets qui existent dans le monde, regarder quelques applications typiques et qui seraient différenciantes pour l'économie locale, quelles seraient les solutions de transport et est-ce qu'on peut en faire la promotion auprès de quelques industriels. Bon, les résultats, on se rend compte que grâce à cet inventaire, on trouve des usages du froid, comme on l'a dit tout à l'heure, pratiquement dans tous les secteurs d'activité, que des projets industriels, il y en a un peu partout dans le monde, que pour être différenciant, il faut vraiment aller vers des process très spécifiques, comme par exemple le cryobroyage ou la distillation fractionnée, comme on l'a vu au Japon. Pour les transports, on se rend compte que les solutions sont un peu plus concentrées et que la promotion est peut-être plus intéressante dans tout ce qui est industrie agroalimentaire ou tout ce qui est grande distribution. L'étude, l'inventaire a essayé de fractionner les usages suivant des tranches de température. Si ça vous intéresse, cet inventaire est disponible à la communauté urbaine. Donc on voit qu'il y a beaucoup de process qui utilisent ce froid. Donc on l'a vu tout à l'heure, au Japon, des utilisations. C'est pas la peine d'y revenir, c'était suffisamment clair. D'autres pays, on voit que la France, le Canada, l'Italie ont aussi essayé et on retrouve à peu près les mêmes applications.
que ce soit cycle de Rankine ou production de gaz de l'air. Un projet plus spécifique qui tient à cœur à la sidérurgie est ce projet Vasco, qui consiste à valoriser le CO2. Et d'où l'idée de Valofroid, le projet dont je vous parlais, qui consiste justement à valoriser le CO2 des fumées industrielles comme vecteur de transport de cette énergie froide disponible au terminal méthanier. Donc sur le schéma relativement simple, hein, il suffit de capter ces fumées, en extraire, purifier le CO2, hein, et le faire refroidir au terminal méthanier et après en avoir tous les usages ou les stockages. D'où l'étude qui a été menée assez récemment en 4 parties. Quelles sont les consommations d'énergie froide en France et notamment dans la région? Quels sont les avantages et inconvénients de ce fameux réfrigérant CO2? Quels sont les principaux coûts? Et quels seraient les projets les plus rentables? Alors la consommation d'énergie froide, tout à l'heure, on en parlait, 17% de la partie électrique, 8% de la consommation énergétique en France. Donc c'est colossal et ça augmente d'à peu près un demi% par an. Donc ça mérite qu'on s'y attarde. Malheureusement, s'il y a de nombreux acteurs très concernés par le froid, hein, quand on dit acteurs, c'est aussi bien des acteurs techniques, des acteurs économiques, des acteurs professionnels, des acteurs constructeurs, il y a malheureusement très peu de données disponibles, des données technico-économiques. C'est un peu le parent pauvre. Autant en chaleur et en récupération de chaleur, il y a beaucoup de données disponibles. En froid, ça vient, nous dit-on, mais ça n'est pas encore suffisamment explicite où il faudra attendre fin de l'année 2015. L'ADEME s'est fait fort de nous donner plusieurs données. Des études sont en cours. Il est à noter aussi qu'il y a un programme qui ne débouchera peut-être qu'en 2016-2017, mais sur le froid du futur. On s'y intéressera, bien sûr. Donc la consommation, quelques chiffres. Comme je disais, en France, c'est très important. Ce qui est intéressant, c'est de focaliser que dans l'industrie, ce sont les industries agroalimentaires qui sont très représentatives de la consommation du froid. Et si on fait un focus sur ces industries alimentaires dans le Nord-Pas-de-Calais, on se rend compte qu'ils ont de très gros besoins. Ça se chiffre en quelques centaines de gigawattheures. Et en plus que c'est concentré. Sur 4 territoires, ça représente à peu près 90 établissements. Et ça pourrait aller jusqu'à 94% de cette consommation froid. Et on se rend compte qu'en plus de ces 4 territoires, il y a 2 gros énergivores en froid que l'on va découvrir sur cette carte. Donc c'est une carte qui a été extrapolée à partir des acteurs économiques des industries agroalimentaires, où on voit que pour les entreprises de plus de 100 salariés, sinon on aurait des puces un peu trop petites, mais il y a effectivement une concentration dans ces 4 zones, tout au moins 4 zones les plus proches du terminal méthanier. On est ici. Et 2 gros majors que vous connaissez, c'est McCain et Bonduelle, qui sont un peu hors zone. La partie suivante de l'étude était de savoir tout ce qu'on pouvait faire avec du CO2 comme réfrigérant, comme vecteur de transport de cette énergie disponible au terminal méthanier. Le petit graphe tout à l'heure a montré qu'on pouvait avoir du CO2 soit liquide, soit solide. Donc le liquide, c'est un peu ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, c'est du comprimé. Donc le comprimé, on peut l'imaginer à 20 bars, échelle de transport classique aujourd'hui, ou on peut l'imaginer à 6 bars, mais avec des températures un peu différentes.
Bon, pour le comprimer, il faut mettre le paquet. On se rend compte que c'est un gaz qui est assez léger, densité 1,15, mais par contre qui peut n'emmagasiner que très peu d'énergie. Dans un camion frigorifique, dans une citerne frigorifique, on ne peut mettre qu'un seul mégawatt, ce qui est un peu embêtant. Sous forme solide, donc ce qu'on appelle la glace, l'avantage c'est qu'on est en pression atmosphérique. Elle a été construite grâce à la compression des cristaux de glace. Elle est aussi légère, quoique un petit peu plus lourde que le CO2 liquide. Elle reste d'une densité énergétique assez faible. Et quand elle fond, il faut penser à la ventilation, puisque on dégage du CO2, et donc il faut respecter une ventilation pour ne pas être sujet à ces nuisances. Si on focalise un peu sur un transport par camion, par citerne routière, donc notre idée était plutôt de le mettre dans des réservoirs à 6 bars, cryogéniques, hein, bien sûr. Comme on a une limitation de poids, on s'est intéressé aux 27 ou aux 34 tonnes. Et puis, investigation faite auprès des organismes de contrôle ou les organismes réglementaires, il ne devrait pas y avoir d'évolution réglementaire majeure dans les 5 prochaines années. Donc, on sera bien avec ces systèmes connus aujourd'hui. Un petit rappel, pour transporter cette énergie par camion, il faut compter environ une demi-journée, puisque c'est du transport point à point entre le terminal méthanier et l'utilisateur industriel. C'est un marché de transport qui est tout à fait mature. On se rend compte qu'il y a des acteurs aujourd'hui qui ont déjà contractualisé avec des grandes industries du gaz. C'est un prix qui malheureusement est un peu cher. On se rend compte que pour faire ces fameux 2 fois aller-retour de 60 km, on a un minimum de 270 €. Vous vous rappelez tout à l'heure des 100 € d'énergie froid. Donc on a une anomalie fondamentale, c'est qu'on a plus de coûts de transport que de valeur d'énergie froid transportée. Et si en plus on a une intermittence au terminal méthanier, ce qui est le cas, puisqu'on ne produit pas de façon régulière, il faut encore rajouter 15% à ce prix. Et puis, dû à cette technologie, le taux de concentration vers un hub n'est pas intéressante parce qu'on aurait des transits qui seraient soit dangereux, soit coûteux. Alors vous me direz, ça ne fait pas beaucoup d'espoir tout ça avec le CO2. Mais on va quand même regarder ce qui pourrait se passer en 2020 ou en 2016 et les années suivantes. Donc on va essayer de raisonner sur des prix de référence dans les années à venir. On a malheureusement aujourd'hui une électricité qui n'est pas chère, puisqu'aujourd'hui le concurrent de cette énergie froid récupérée, c'est bien l'énergie mécanique froid. Et on sait que c'est à peu près 100 € du mégawatt-heure électrique. Mais, on se rend compte que sur les 4 dernières années, 7%, ça fait du 1,33, ça fait 33% depuis 4 ans, et on peut peut-être espérer que cette courbe continue avec la même pente, voire s'accélère avec toute la dénucléarisation ou les évolutions politiques qui sont promises. Et puis, on se rend compte qu'on est aussi sur des références de prix où la taxe carbone est très basse. On annonce pour 2016 22 €. Mais bon, il y a un projet pour COP 2015 qui va peut-être remettre en cause ces 22 €. Certains parlent de beaucoup plus. On verra. Pour tout considérer, il faudrait aussi prendre en compte les certificats d'énergie. On se rend compte que cette énergie permet d'économiser d'énergie froide, l'énergie électrique froid, mais ça ne monte qu'à moins 2 € aujourd'hui, malheureusement.
la taxe carbone n'étant pas encore assez élevée. Donc en fait, dans ce bas de tableau, on a le résumé des quelques chiffres qui sont parlant d'eux-mêmes. L'espoir, ça serait justement ces petites flèches en bleu qui consisterait à se dire mais l'électricité peut continuer à augmenter, comme je disais tout à l'heure, et si on met encore 4 ans de progression, ça peut monter à 130. Si la sensibilité politique se confirme, on peut peut-être espérer avoir une taxe carbone qui va sérieusement augmenter et donc des certificats qui vont peut-être passer à 10 €. Et peut-être aussi, si on arrive à trouver un autre moyen de transport que ce fameux CO2 routier, on arrive à réduire de moitié ces coûts de transport. Dans ce cas-là, effectivement, des projets sont rentables. Alors, qu'est-ce qu'on appelle rentable ? D'abord, on a bien compris que grâce à l'expérience de nos Japonais, déjà 2 à 4 km, c'est beaucoup. Mais une des premières réalisations possibles, ça serait de convenir que dans la zone industrialo-portuaire de Dunkerque, on puisse accueillir des industriels qui aient besoin de beaucoup de froid dans leur process. On l'a appelé humoristiquement éco-zone ou école zone, de telle façon à concentrer dans cette zone toutes les industries qui ont un besoin important de froid et qui seraient reliées par un pipe directement depuis le terminal méthanier. On peut, comme tout à l'heure, essayer de diminuer les coûts du transport. Donc on peut imaginer par boat, par péniche, par bateau. Et par exemple de cibler un ou plusieurs industriels de l'alimentaire. On peut aussi se dire, tiens, il y a une concentration à Boulogne-sur-Mer, il y a déjà une petite boucle de francs, pourquoi on n'irait pas soulager cette boucle, voire augmenter cette boucle ? D'autres projets sont possibles. On a vu tout à l'heure que la densité d'énergie du CO2 sous forme glace était de 50% plus intéressante. Mais c'est une autre technologie, puisqu'il faut imaginer les échangeurs qui permettent de récupérer cette énergie qui n'est plus liquide, mais qui est sous forme massive. Et ce n'est plus la même technologie d'échangeur. Il est important aussi d'associer la réflexion actuelle dont parlait Edmond Abiad tout à l'heure sur tout ce qui se passe sur la réflexion de réutilisation des fumées, notamment réutilisation du CO2. Il y a un projet Interreg en cours où effectivement on retrouve cette captation-purification et peut-être aussi cette capacité à récupérer du froid à CO2. Donc c'est une véritable opportunité que de pouvoir récupérer ce froid. Le message que l'on essaye de vous faire passer aujourd'hui, c'est que nous sommes à votre disposition, soit l'équipe Inocold, soit Communauté Urbaine, soit toutes les équipes que vous avez pu voir depuis ce matin, pour écouter vos besoins et bien sûr essayer de trouver des solutions rentables, mais aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de venir sur des projets qui sont plus matures, comme ce projet de zone à proximité du terminal méthanier, ou de rentrer dans les programmes, comme le programme que je vous ai montré sur la page précédente. Voilà. Merci de votre attention. Voilà.